Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Le Québec a tout intérêt à entendre cet appel. La rencontre La Traverse, Bocoté. Ça a été tellement blessant, là. On va traverser cette crise-là, mais on doit y voir l'occasion de se réformer véritablement. Oui, mais il faut que le fruit soit mûr pour bouger dans une société. Le choc a eu lieu. Alors, Emmanuel, est-ce que tu me vois sur ton écran? Oups, je t'entends pas. Est-ce que tu me vois sur ton écran, Emmanuel? Je ne l'entends pas, malheureusement. C'est parce que je veux que tu me dises si, quand je me mets de côté comme ça, est-ce que j'ai une poignée dans le dos? Est-ce que j'ai une poignée dans le dos? Non, je pense que j'ai pas de poignée dans le dos parce que j'ai l'impression que le Parti conservateur croit que j'ai une poignée dans le dos, Emmanuel, parce que là, ils ont sorti la plateforme. Ben oui. Et ils promettent de réduire le déficit, qui est énorme au Canada. Ils promettent de réduire le déficit de 70 % en un mandat. Moi, j'ai ça quand on me prend pour un niaiseux. Vraiment, là. Qu'est-ce que tu penses non, mais de ça, c'est parce que Emmanuel? tu comprends pas la logique conservatrice. Regarde, il y a tout un débat. La logique, OK? Je dis pas que je suis d'accord ou pas, là, mais on va expliquer la logique. La logique des conservateurs, c'est qu'ils vont couper, OK? Toutes les subventions, donc... ils vont couper plein de subventions à droite et à gauche. Ils vont couper Radio-Canada. Ils vont lutter contre la fraude fiscale. Je regarde mes notes. Ils vont couper l'argent pour le logement. Ils vont couper l'argent pour les autos électriques. Ils vont couper l'argent pour l'intelligence artificielle. Tout ça. Puis ça, là, ça va comme générer un environnement capitaliste qui va stimuler l'investissement au Canada puis qui va créer de la richesse économique. Ça va augmenter la croissance économique, ça va augmenter les revenus de l'État. OK, moi, je sais pas, ma mère me disait, Richard, quand c'est trop beau pour être vrai, souvent, c'est pas vrai. C'est bon. Je vais dire que le gros défi de la façon dont cette plateforme-là, parce qu'ils réduisent quand même les dépenses de 56 milliards, OK? Donc, ça, c'est un bon bout, là. Mais le reste de la balance, c'est la présomption que toutes les mesures qu'ils mettent en place vont stimuler de l'investissement. Le problème avec cette façon de voir ça, c'est que... Puis leur plateforme, il faut le dire, a été revue par des économistes de renom, là. Tu sais, c'est pas Bob Labine, là, qui a un secondaire 5, là. Tu sais, c'est des grands économistes. La mathématique fonctionne. OK. Mais ça ne tient pas compte de toute l'incertitude économique qu'il y a en ce moment. Ça ne tient pas compte de s'il y a une récession. Ça ne tient pas compte de si Donald Trump vient fou puis qu'il faut augmenter les dépenses militaires d'un autre 20 milliards. Tu comprends-tu? Donc, toute l'incertitude qui plombe en ce moment les investissements, ça, la plateforme conservatrice n'en tient pas compte. Puis c'est ce qui fait dire aux adversaires conservateurs qu'elle est écrite au pays des licornes, d'une certaine façon. Mais pour les gens, c'est comme du Reaganomics, là. Tu sais, genre, on coupe les impôts, on coupe la réglementation, on laisse le capital générer la croissance. C'est un peu la version simplifiée là, de ce que proposent les conservateurs. OK. Fermer Radio-Canada, c'est-tu couper les subventions à Radio-Canada ou c'est fermer complètement Radio-Canada? Mais là, CBC, là. C'est ça qui est compliqué parce que M. Poilievre, lui, il met dans son cadre financier, là, avec les petits chiffres ici, là, il y a une ligne qui dit couper CBC et aller chercher d'autres économies dans les sociétés de la couronne. Lui, il met 1 milliard par année. OK? Mais M. Poilievre dit qu'il va préserver Radio-Canada et préserver la capacité de Radio-Canada de remplir son mandat. Donc, on s'entend qu'il ne va pas aller couper 1,2 milliard. Puis comment tu fais pour sortir Radio-Canada de CBC? En termes de faisabilité, c'est pas si évident que ça, parce que dans les... Mais tu sais, je comprends qu'ils n'aiment pas nécessairement la CBC, parce que la CBC le traite mal, mais tu sais, c'est un très, très grand pays, le Canada. Je pense qu'il a besoin d'un diffuseur national. Ils préféreraient que les Canadiens s'informent sur les réseaux américains, quoi.
Mais sa logique, c'est qu'il faut continuer à subventionner Radio-Canada parce que le marché à l'extérieur du Québec ne peut soutenir des salles de nouvelles en français, mais que le pays est assez grand pour que le marché soutienne des salles de nouvelles en anglais. Je vais t'avouer que factuellement, la tendance n'est pas à ça en ce moment. Parce que la preuve, c'est que le plus grand nombre de journalistes dans des régions éloignées, tu sais, sort là, des grandes villes, là, tu sais, Toronto, Regina, Winnipeg, là, tu sais, mais va dans ces grands Canada, va dans les régions plus rurales, plus éloignées, les petites villes. C'est CBC qui a des journalistes là. Puis la réalité aussi, c'est que CBC, c'est pas un tout. Tu sais, tu peux pas dire CBC. Il y a CBC, la télé, qui a des codes d'écoute minables. Puis il y a CBC, les nouvelles télés, qui n'ont pas des bonnes codes d'écoute. Mais tu as CBC, la radio, qui est une des radios les plus écoutées au Canada en anglais d'un océan à l'autre. Puis tu as CBC pour le Nord, qui diffuse dans des langues autochtones. Puis tu as CBC, la plateforme en ligne, qui est une des plateformes en ligne de nouvelles les plus consultées au Canada. Donc, alors, eux, ils veulent se débarrasser de CBC, c'est une chose, mais moi, il n'y a personne qui m'a encore expliqué comment tu peux sauver la mission de Radio-Canada. Radio-Canada, leur bureau à Vancouver, il est dans le building de CBC. Ben oui. Puis pour que Radio-Canada puisse couvrir la grosse nouvelle, etc., ils prennent les images souvent de CBC parce que CBC a plus de ressources. Donc, tout ça, c'est un peu comme brouche de brouche. Brouche de brouche. Mathieu s'est joint à nous. Mathieu, parlant des conservateurs, on a vu il y a quelques jours Pierre Poilievre courtiser la communauté sikh. Il se promenait dans la rue, il était entouré de sikhs, il avait un turban sikh sur la tête alors que, à moins que je me trompe, il n'est pas sikh. Qu'est-ce que ça te dit, toi, Mathieu? Ça nous dit que le Canada, le régime canadien est plus fort que l'idéologie des différents partis politiques canadiens. Donc, officiellement, les libéraux, c'est le parti du multiculturalisme, et les conservateurs, c'est le parti de la méfiance relative envers le multiculturalisme, mais c'est faux. Dans les faits, les libéraux, c'est le parti du multiculturalisme plus, et les conservateurs, c'est le parti du multiculturalisme plus. Donc, ils veulent pas faire de zèle tout le temps, mais ils ont intériorisé l'idée qu'un chef politique doit se présenter devant chaque communauté en suivant ses usages, en suivant ses coutumes, donc en inversant le devoir d'intégration. Et pourquoi? Parce que le régime canadien en lui-même est un régime qui fait du multiculturalisme le point central pour définir l'identité du pays. Donc les conservateurs, puis ils en paient le prix, soit dit en passant, parce que les conservateurs au Canada, leur point de désaccord avec les libéraux, c'est globalement des questions économiques, des questions de gestion, à la rigueur des questions de centralisation à Ottawa, mais les conservateurs ont abandonné depuis longtemps toute forme de combat culturel, comme on dirait en Europe, de combat identitaire, de combat philosophique pour définir ce qu'est l'âme canadienne. Donc les conservateurs concèdent aux libéraux le monopole de la définition de l'âme canadienne, et ensuite ils disent qu'avec eux, on va payer moins d'impôts. Le problème, c'est quand on concède à ses adversaires le monopole de la définition de l'identité d'un pays, on finit toujours par faire leur politique. Et Pierre Poilievre ne se rend pas compte, en décidant de se déguiser en sikh, comme il pourrait demain se déguiser dans différentes autres communautés, qu'il fait du sous-Justin Trudeau. Oui. Le déguiseur en chef dans ce pays, c'était le déguisé en chef, c'était Justin Trudeau qui, quelle que soit la communauté où il arrivait, le pays où il arrivait, se déguisait puis aimait se mettre en scène. Pierre Poilievre ne se sent pas la force morale suffisante pour ne pas se déguiser à son tour. Et pour moi, ça en dit beaucoup sur la fausse radicalité de Pierre Poilievre, parce que Pierre Poilievre, officiellement, c'est là où la droite canadienne a été le plus décomplexée depuis Stephen Harper. Dans les faits, Stephen Harper lui-même se prêtait à un tel festival d'accoutrements inattendus. Puis moi, j'ai tout le respect du monde pour les Sikhs qui veulent vivre selon leur propre communauté, leur propre tradition, d'autant plus lorsque c'est dans le territoire historique de la chose. Au Canada, j'ai toujours eu l'impression qu'il faudrait s'intégrer minimalement, mais quand le chef du Parti conservateur lui-même décide de jouer à sous-Justin Trudeau pour draguer le vote des Sikhs, je me dis, mais ça nous en dit beaucoup sur le Canada, peu importe la rhétorique ensuite qu'on peut adopter au Québec en faisant semblant de reconnaître la nation québécoise. Écoute, je ne sais pas s'il y a eu un rabais quand il a acheté la malle à costume de Justin Trudeau, là, mais bref. Écoute, Emmanuel, François Legault qui est attaqué de toutes parts depuis la décote du Québec.
Oui, puis qui peinent beaucoup, je vais te dire, à garder la tête hors de l'eau dans ce débat-là parce que ils ont défendu nos choix d'avoir réinvesti dans les services publics et d'avoir coupé les impôts. Le problème, et il dit on devait le faire parce qu'il fallait compenser les sous-investissements passés. Ça, c'est le genre d'argument que tu peux tenir quand tu viens d'arriver au pouvoir, tu sais. Mais quand tu as été élu sur la promesse envers les Québécois, que tu allais améliorer les services publics, baisser les impôts et assainir les finances publiques, ben une fois que tu as lâché un bout de l'équation, tu peux pas t'en laver les mains. Puis, tu sais, je comprends que M. Legault est dans une position, tu sais, économiquement très difficile, puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'indécent au fait que les Québécois soient vraiment la juridiction la plus taxée et surtaxée en Amérique du Nord. Mais c'est ça le défi de gouverner en vérité, puis le défi d'être capable de dire, ben le modèle fonctionne pas, il faut le revoir, alors que finalement, M. Legault qui est arrivé au pouvoir en se voulant un réformateur de l'appareil de l'État, semble finalement, à la lumière de cette décote-là, s'être davantage fait bouffer par cette machine-là. Que ce soit par le biais des conventions collectives ou par le biais de sa gestion. Puis la réalité, c'est qu'il n'est pas capable, à l'heure où on se parle, de donner une feuille de route sur comment y aller parce qu'il refuse et a promis qu'il ne ferait pas l'austérité. Alors, à un moment donné, il est pris dans une position où il n'y a pas vraiment de porte de sortie politique possible pour lui. Mathieu. Mais moi, si je peux me permettre, il y a deux problèmes là-dedans. Nulle part en Occident, depuis 1945, c'est-à-dire globalement depuis la construction de l'État social qui suit la guerre, nulle part on était capable de vraiment faire réduire la taille de l'État. Reagan n'y est pas parvenu. Thatcher n'y est pas parvenu. Helmut Kohl n'y est pas parvenu. Personne n'y est parvenu. L'État toujours croît. L'État toujours étend son emprise. Puis au Québec, François Legault, on se trompe pas, ça n'a jamais été un homme de droite économiquement. François Legault, c'est l'héritier du nationalisme économique porté par le modèle québécois et la social-démocratie, avec un souci d'équilibre comptable en plus. Sauf que, même la question de l'équilibre comptable, il est incapable d'y répondre positivement. François Legault, comme tant d'autres, s'est laissé déborder par un État qui est plus fort que le gouvernement qui prétend le diriger. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe? On a une société où dès qu'un groupe d'intérêt réussit à formuler des revendications collectives qui sont entendues par un segment de l'appareil d'État, eh bien, ça permet d'accoucher d'une subvention qui est immédiatement traduite en droit fondamental à avoir cette subvention jusqu'à la fin des temps et même après l'éternité. On se retrouve avec une société où je reprends une formule, mais les désirs se transforment en besoins, se transforment en droits, se transforment en droits fondamentaux. Et dès lors que le gouvernement a cédé une fois un centime, il est obligé de le payer jusqu'à la fin des temps. Donc, dans les faits, qu'est-ce qu'on a? L'État est devenu tellement lourd, tellement obèse, tellement étendu que il est devenu presque irréformable parce que tout le monde en dépend d'une manière ou de l'autre. Les grandes entreprises en dépendent parce qu'elles dépendent des subventions. Les petites entreprises et moyennes entreprises en dépendent souvent parce qu'elles dépendent d'autres types de subventions. Le commun des mortels a l'impression que si l'État ne s'occupe pas de quelque chose, personne ne s'en occupera jamais. Puis là, on est censé se dire, c'est vrai qu'on paye beaucoup d'impôts, c'est vrai qu'on se fait dévaliser par l'État taxeur, mais quand on regarde dans les faits, on se dit au moins on a des bons services. Mais on n'a pas des bons services, on n'a pas de bons hôpitaux, on n'a pas un bon système scolaire. Tout ce qu'on a, c'est une bureaucratie pléthorique qui ne cesse de s'étendre, quelle que soit la volonté de la contenir. Donc, ce qu'on n'a pas trouvé en Occident, c'est non pas la formule magique, mais la formule politique qui permettrait vraiment de tailler dans l'État, non plus au scalpel parce que ça fonctionne pas, non pas à la hache parce que c'est trop artisanal, mais à la tronçonneuse, comme le dit Milei. Je sais qu'il est bien vu de tourner Milei en ridicule, je sais qu'il est bien vu de le traiter comme une espèce d'extravagant de la pampa, mais sur le fond des choses, Milei en Argentine a dit on ne peut pas se permettre d'avoir un État qui dévore, qui vampirise à ce point-là les ressources de la nation. Mais là, on va nous dire, non, c'est pas responsable de baisser les impôts, c'est pas responsable de baisser les taxes. Non, ce qui est pas responsable, c'est conserver un modèle qui nous conduit à la ruine, puis à la fin, on n'aura plus rien à se partager que des dettes. C'est absurde. Et Emmanuel, en terminant, et là, je m'adresse autant à la commentatrice qu'à la maman, la Commission sur l'impact des écrans recommande à Québec d'interdire complètement le cellulaire des écoles aux primaires et aux secondaires. Pas seulement dans les classes, dans les cafétérias, dans les aires ouvertes. Oui. Complètement. Bravo. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je suis tellement totalement d'accord que ma fille a le droit d'avoir son téléphone. Non seulement elle n'a plus de réseaux sociaux sur son téléphone, elle n'en aura pas avant de payer son téléphone et elle n'a accès à son téléphone cellulaire qu'1 heure par soir. Parce que le problème que ça crée, les téléphones cellulaires, c'est au-delà de toute la paranoïa de l'addiction des réseaux sociaux, des clics qui génèrent des endorphines, etc., c'est que les jeunes perdent la capacité de se concentrer sur une relation à la fois, parler à des gens dans les yeux, pas être en train de texter avec 22 000 groupes pendant que tu parles à quelqu'un d'autre. C'est l'essence même de la relation humaine qui est minée par cette addiction du multi-écran. Et moi, je n'en suis que favorable. S'il n'en était que de moi, on interdirait aux enfants d'avoir des téléphones cellulaires et avoir su, je n'en aurais pas acheté un quand il est rentré en secondaire 1. Wow, Mathieu. En une seconde écart, je suis absolument d'accord. Moi, je pense qu'il faut à l'école bannir les écrans, les cellulaires. Il faut forcer. Moi, c'est ma vieille obsession. C'est presque un fantasme d'obliger les enfants 1 heure dans la bibliothèque par jour à lire des livres. Cette technologie non périssable qui permet de se concentrer en approfondissant un sujet sans dire disperser en 28 écrans à la fois. Donc ça, je pense que c'est absolument essentiel et je suis fasciné, en fait, que pendant si longtemps, on ait cru qu'on devait adapter l'école aux techniques pédagogiques nouvelles par le biais technologique. On a sacrifié le professeur qui connaît vraiment sa matière, on a sacrifié l'autorité du professeur qui inspire l'autorité aux élèves, on a sacrifié la transmission de la culture, on a sacrifié la mémoire, on a sacrifié le par cœur, on a sacrifié l'esprit encyclopédique. Et ce qu'on s'est dit, c'est ils ont Google, ils vont pouvoir avec Google, et puis l'écran, ça permet d'apprendre autrement, ça apprend pas autrement, ça désapprend, ça détruit l'esprit d'une génération. Donc ça, je pense qu'il faut être très ferme là-dessus. Emmanuel, les parents qui disent à leurs enfants, fais attention au téléphone cellulaire, il ne faut pas que tu l'utilises trop, c'est pas comme le bonhomme qui est rendu à son 3e gin tonic puis dit à son fils, c'est pas bon la drogue. Mais oui, exactement. C'est comme demander à un cocaïnomane de se faire juste une ligne par jour, là. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas mettre ces outils-là qui sont une source de stimulation absolument incroyable pour eux dans les mains et leur demander à eux de s'auto-réguler. Pourquoi? Parce que le cerveau de l'adolescent n'est pas assez mature pour faire l'autorégulation. Même le cerveau adulte, si je peux me permettre, dans les faits, les adultes eux-mêmes ne sont plus capables de regarder un film, ne sont plus capables d'avoir une conversation au restaurant. Le téléphone les accompagne partout, c'est la béquille permanente de notre temps. Deux adultes, 2 honnêtes quinquagénaires qui sont ensemble sont quelquefois incapables d'avoir une conversation mature sans regarder 50 fois par minute leur téléphone. C'est quand même pas un détail non plus. Et tu as vu, Mathieu, les chiffres en France, la lecture en France. Ils m'ont dit, en France, s'il y a une capitale, s'il y a un dernier rempart contre l'analphabétisme, c'est bien la France, la lecture, les grands livres. En France, la lecture est en chute libre. Oui, alors je précise que j'aimerais avoir leur niveau de chute libre, hein, franchement. Je veux dire, effectivement, ça tombe en France, mais quand la France est à son plus bas, elle est encore plus haut que nous en matière de lecture, parce qu'elle place encore la littérature, la culture au centre de la vie. Moi, ça me frappe, je vis mentalement des 2 côtés de l'Atlantique, et il existe encore une chose ici, dans les cafés, là, c'est le printemps déjà en France, que des lecteurs de tous les âges qui lisent tranquillement un livre, un pavé, un ouvrage, et qui sont pas dévorés, puis sont quelquefois même bien habillés, c'est pas mal, hein? Des hommes en cravate qui lisent, il y a quelque chose de touchant dans cette scène-là. Alors qu'au Québec, là-dessus, déjà qu'on n'est pas un grand peuple de lecteurs historiquement, j'ai l'impression qu'on est en train de capituler devant ça en croyant acheter des symboles technologiques de modernité, mais dans les faits, on achète des abritisseurs de cerveau. Merci à vous deux. N'oubliez pas que le segment va être disponible sur tous vos médias sociaux. Vous pourrez l'écouter avec votre téléphone cellulaire. Merci à vous deux. À demain. Salut.